Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux Vidéorandia du samedi soir. Comme à l'habitude, directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud du Québec. Mont-Saint-Hilaire, juste de l'autre côté de la rivière Richelieu. Nous étions le samedi 16 avril 2022 pour le Vidéorandia numéro 16, la veille de Pâques. Conception, animation et montage, Richard Glenn, ésotériste du Nouveau Monde. Mon invité cette semaine, Colin Chabot, peintre, poète, musicien nomade. Sur le thème « Le refus global », le manifeste en 1948. Mais avec Colin Chabot, c'est le contraire. C'est l'acceptation globale. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Juste Surprenant. À la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale, et pour le club créé qui est en dormance présentement, François Deschamps, webmaître. Bonne écoute. Bien, c'est ainsi qu'on se retrouve ici pour le dimanche de Pâques. Je pense que c'est un endroit idéal. Hein? On retrouve l'église chrétienne, mais vous savez que cette année, 2022, Pâques coïncide avec la fête juive Passa et aussi à la fin du Ramadan. Donc les trois grandes religions monothéistes occidentales, ils sont censés être en harmonie cette année pour fêter Pâques. Pour nos émissions Ésotérisme expérimental, le numéro 16, on a encore une fois fait un rappel des cavaliers, des chevaux, hein, cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, puis le dernier qui sera la semaine prochaine, le cheval vert. En anglais, il l'appelle le pale horse, le cheval pâle, pour pas dire vert. Je sais pas pourquoi, mais bon. Alors, vous remarquez avec mon ton de voix que j'ai passé un mauvais quart d'heure depuis quelques jours. C'était évidemment l'histoire de la COVID-19. J'ai eu à combattre cette maladie qui est terrible, qui nous met un pied dans la tombe. Le cheval noir. Puis après arrive le cheval vert, qui lui est l'extermination dans l'humanité. Qui vivra verra. Moi, je l'ai proposé cette semaine une rencontre avec un personnage positif. Il s'appelle Colin Chabot. Il faut savoir qu'en 1948, ici à Mont-Saint-Hilaire, étaient réunis là des peintres, des sculpteurs, des penseurs, qui avaient signé le manifeste du refus global. Mais avec Colin Chabot, j'ai eu l'idée d'avoir un invité qui ne viendra pas parler de refus global, mais d'acceptation globale. D'une manière très positive, Colin, qui voyageait à travers le monde, qui a fait de la musique, de la peinture, de la sculpture, il est revenu à Montréal pour cette époque-ci de l'année, et je lui ai demandé de nous entretenir pendant 1 heure de sa façon de voir le monde, avec les bons, les moins bons côtés. Mais vous verrez qu'il est quand même optimiste. Alors, espérant que ma voix revienne normale d'ici la semaine prochaine, après Pâques. Joyeuse Pâques. Et on retourne à ce Mont-Saint-Hilaire qui a fait beaucoup de vagues en 1948. Ben oui, de retour en studio. Et j'ai un ami de longue date que je suis content de recevoir en personne, même si on est à distance, mais c'est live, en direct. Il s'agit de Colin Chabot.
Et vous le connaissez sans doute déjà avec la musique, avec la peinture. Colin Chabot. Bonjour, Colin. Oui, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, il n'y a pas longtemps, on parlait de toi parce qu'avec Jean Deflore, avec Jean-François Poulain, on a appris que vous étiez dans le même, sous le même soleil. Plus que ça, on était voisins. Voisins, là. Oui, il avait loué un appartement dans un petit bloc de 4 appartements et c'était 1 minute d'où j'étais. C'était sur la même petite rue, en face de la mer, et il était à côté. Il était à côté, Jean-François. Et une journée, il y avait beaucoup de bruit parce qu'il y avait une parade, c'était le carnaval. Le carnaval, c'est très populaire là-bas, les carnavals. Mais toute la circulation était détournée sur ma rue. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je sors dehors, il y avait du bruit, et je vois Jean-François. Et on commence à se parler. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense qu'il y a un carnaval. Et on s'est mis à parler, et on s'est invité à aller manger au restaurant. Et je ne sais pas à quel moment donné qu'il a compris que j'étais Colin Chabot et qu'il m'avait déjà vu en vidéo. Alors, on s'est mis à jaser, on est allé manger au restaurant ensemble. Et à partir de ça, on se voyait tous les soirs. En face de notre hôtel, il y avait un banc face à la mer. On allait tous les soirs à 7 heures s'asseoir sur le banc et on jasait de paranormal. Oui, il m'a avoué qu'il avait apprécié au plus haut point ta rencontre. Tes rencontres qui se sont continuées, oui. Puis, pas longtemps après, ben, vous vous êtes quittés parce que lui était là ailleurs, dans un autre pays. Oui. Et toi, tu es revenu ici au Québec. Oui. Là, on parlait de quel pays où tu étais, là, au soleil? Là? La République dominicaine. OK. Depuis des années, tu vas en République dominicaine tous les hivers? Une quinzaine d'années. Ah oui. Hein? Quand j'enseignais encore dans les centres communautaires, j'avais 1 mois et demi de vacances pendant le temps des fêtes. Alors, je partais 1 mois, 6 semaines en République dominicaine. Et depuis que je suis à la retraite, depuis 3 ans, 4 ans, je suis à la retraite, j'aurais dû continuer à enseigner 1 journée par semaine, juste pour me désennuyer, mais avec le COVID, le centre communautaire a fermé. Donc, au lieu de partir 1 mois et demi, j'ai décidé de partir 4 mois. Alors, cette année, j'ai passé 5 mois et 1 semaine là-bas, dans un petit village qui s'appelle Las Terrenas. Las Terrenas, la dernière terre. Ah, oui. Et c'est dans le nord du pays, dans une presqu'île, une péninsule qui s'appelle la péninsule de Savannah. Pendant 10 ans, 10-12 ans, j'allais plutôt dans un petit village qui s'appelle Cabarete, mais qui, avec les années, le village a été détruit pour être remplacé que par des hôtels impersonnels, et le village n'avait plus de cachet. Donc, j'ai visité et j'ai découvert Las Terrenas, où il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, et maintenant de plus en plus de Québécois. Parce que la ville, c'est une ville assez grosse, mais qui se déploie dans les terres. Tandis que les hôtels sont le long d'une rue qui longe la mer, qui fait que le long de la mer, c'est tranquille, et quand on a envie de voir du monde, on va en ville, et la ville est perpendiculaire à la mer. Donc, il y a un mélange de tranquillité et de vie dominicaine. Et la vie dominicaine là-bas est encore épargnée pour l'instant. Alors, quand tu vas te promener en ville, c'est encore très dominicain. Les maisons, les restaurants, les épiceries, tout est très, très local et dominicain. Ce que j'aime. Et pour un Québécois, c'est facile de s'adapter. La nourriture est convenable, tout est parfait. Oui. Ah, mais moi, je suis végétarien. Mm-hmm. Là-bas, le poulet, il y a du poulet partout. Là-bas, la viande qui mange, c'est du poulet. Mais à tous les coins de rue, il y a une rôtisserie de poulet, il y a un vendeur de poulet au coin de la rue, qui fait que ça sent le poulet partout. Alors, je confesse, je mange 1 fois par semaine du poulet là-bas parce qu'il est très bon et il y en a partout. On peut pas l'éviter. Mais la nourriture,
comme je suis végétarien, j'ai pas trop de problème. Il y a beaucoup de fruits et légumes. Il y a des étals de fruits et de légumes et des bananes qui poussent sur son régime Mhm. au soleil. Les Ça- fruits de mer, les fruits de mer, est-ce qu'il y en a pas mal? oui, mais Des j'en- langoustes, ouais. du Oui, non, mais poisson. je ne touche pas Ah au non. foot. Non. C'est une question un peu écologique. Le fait qu'il y a plus beaucoup de poissons dans la mer, non, je ne me sens pas à l'aise de manger du poisson. Je n'ai jamais beaucoup aimé le poisson, mais encore moins. Mais il faut dire que j'ai un mode de vie, je suis végétarien, mais je fume pas, je bois aucun alcool, je prends pas de thé, pas de café, pas de liqueur, je ne bois que des jus, de l'eau, un peu de lait. J'ai un mode de vie assez monacal, qu'on peut dire. Ben oui, oui. Mais ça, c'est naturel en moi. Je me suis jamais senti forcé de vivre comme ça. J'ai toujours vécu comme ça et je me sens à l'aise comme ça en étant très sage au niveau de l'alimentation. Mais À une ancienne époque, tu vivais au Québec, tu étais oui, professeur et tu avais une vie quand même organisée, là. oui, Seulement depuis quelques années, tu as décidé que là, ta pension, ta retraite, tu as fait là-bas l'hiver. Tu reviens ici parce qu'il faut que tu te montres, je pense que c'est 6 mois par année, une place, 6 mois par année, l'autre place, pas plus. j'ai pas le droit j'ai pas le droit on n'a pas le droit de quitter le pays plus de 6 mois. Sinon, parce que moi, je reçois la pension du gouvernement du Canada, mais je reçois aussi ce qu'on appelle le revenu garanti. Un Mhm. revenu garanti qui correspond à plus de la moitié de la pension. Alors, si j'arrêterais de revenir au Québec, j'aurais que la pension de base, qui est d'à peu près de 700 dollars et quelques poussières, tandis que je reçois 1500 avec le revenu garanti. Donc, je ne peux pas m'éloigner plus de 5 mois, mais c'est bien, c'est correct aussi. Et financièrement, tu arrives très bien là-bas. Oui, ah oui. Là-bas, je peux avoir une chambre d'hôtel, un appartement complet dans un hôtel pour 500, 600 dollars canadiens par mois. Ah oui. C'est un Euh, loyer ici, un loyer oui, oui. d'une maison, là. Il faut dire que je viens d'une famille de 10 enfants. Je suis le neuvième et une de mes sœurs, la plus âgée, elle travaillait pour Air Canada. Alors, toute ma famille, on a tous voyagé à travers le monde, sauf moi, j'étais le plus jeune et j'avais pas beaucoup d'argent. Mais toute ma famille a beaucoup voyagé, qui fait que tous les trucs pour voyager, pas cher, et je les connais tous. Alors là-bas, ça fait juste depuis 3 ans que je paye au-dessus de 500 dollars par mois pour un appartement près de la mer. Avant, je payais 400, 500 dollars par mois pour un appartement sur le bord de la mer. Et tu peux manger dans des restaurants pour 3 à 4 dollars. Tu as un repas complet. Un repas complet avec un breuvage, une assiette copieuse avec un breuvage pour 4 dollars à peu près. En connais-tu? Mais Oui, moi, j'aime faire à manger. Alors, j'aime faire à manger. Alors, je loue toujours des appartements avec une cuisine. Mais aller manger au restaurant, c'est vraiment... vivre dans le Sud, quelqu'un qui veut vivre dans le Sud, il y a les moyens, il y a des moyens. Moi, je connais des appartements raisonnables pour 250, 300 dollars par mois. Quelqu'un qui veut vraiment rester dans le Sud et qui n'a pas beaucoup d'argent, il peut louer un petit studio, peut-être dans un endroit un peu plus bruyant, loin de la mer, mais à 200, 250 dollars par mois. Mhm. Quand on connaît les contacts, les trucs, les petits trucs, c'est ça. Oui, oui. Alors, ouais. Et c'est des petits trucs qui sont légaux, là. C'est pas des petits trucs. Non, 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 il faut. Moi, quand je vais dans le Sud, je me mêle beaucoup aux gens de la place et je visite. Je visite. Il n'y a pas de ruelle que je visite pas. Puis je frappe aux portes. Je vois des appartements. Je frappe aux portes. Est-ce que c'est à louer? C'est combien par mois? Ce qui fait que si une année, comme cette année, je n'avais rien réservé d'avance. Je suis parti. Je suis allé immédiatement dans un petit hôtel que je savais qu'il y avait des places de libre pour une semaine. Et j'ai pris 3-4 jours pour trouver un endroit plus stable. Et c'est ça. Je loue même pas d'avance. J'arrive
Il y a 3 ans, je suis allé en Thaïlande. Pendant 4 mois, je suis allé en Thaïlande, 2 mois, 1 mois en Malaisie et 1 mois en Égypte. Un voyage non-stop pendant 4 mois. Et je louais d'avance, une journée ou 2 d'avance, les hôtels. Je prenais l'autobus la journée même. J'ai un côté insouciant, comme on dit. J'ai un côté artiste insouciant. Moi, je vais dire quelque chose. Depuis que je suis très jeune, il y a une voix qui me dit en moi, si tu fais ce que tu aimes, si tu accomplis ce que tu as à accomplir, tu manqueras de rien. Tu auras toujours un toit sur la tête, tu auras toujours de quoi à manger. Ça, c'est une conviction que j'ai à l'intérieur de moi, d'être protégé et d'avoir toujours devant moi une porte de sortie. Qui fait que j'ai vécu une vie de bohème, une vie d'artiste, en sachant que j'allais manger le lendemain, mais le surlendemain, je ne sais pas, et c'est pas important. J'ai un côté insouciant. Alors quand je voyage, depuis 2 ans, je suis bloqué parce que je devais partir pour l'Inde. Je devais partir pour le Népal, l'Inde et le Sri Lanka pour 4 mois. Et à cause du COVID et du pass sanitaire, je suis bloqué. Pour ça que depuis 2 ans, je vais en République dominicaine parce que j'ai les moyens de faire un voyage d'aventure à tous les 2 ans. Et à tous les 2 ans, je vais en République dominicaine où ça me coûte moins cher et je reste à un endroit stable. Mais depuis 2 ans, je retarde mon voyage en Inde à cause du COVID. Si le problème est réglé cet automne, je devrais partir pour le Népal et l'Inde pour 4 mois. Alors, un billet d'avion, aller, on décide quand on revient. Oui, mais là, avec le COVID, justement, il y a des contraintes à un moment donné qui tombent. Tu pars, tu n'as pas besoin de vaccin. En revenant, tu es obligé de l'avoir. Tu as le passe vaccinal, tu as le passeport sanitaire. Ça finit plus, on ne sait plus sur quel pied danser. Pour cette année, l'année passée, j'ai eu de très, très gros problèmes pour revenir au Québec après mes 5 mois en République dominicaine parce que j'avais fait faire un test, mais mon test n'était pas un test PCR. Donc, j'étais bloqué aux États-Unis parce que mon voyage avait une escale aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'avais mon test négatif, mais c'était pas un test PCR. C'était un test qu'on appelle ça hygiénique, parce qu'il y a 2 niveaux de test. Oui. Alors, j'avais pas le bon test. Alors, j'étais bloqué 3 jours à l'aéroport de Saint-Georges, une ville aux États-Unis, obligé de courir pour avoir un test. Après avoir un test, je n'avais pas le ArriveCan, qui est l'application du gouvernement que tu dois avoir sur ton téléphone parce que tu es suivi. Au moment que tu reviens au Québec, tu es suivi à chaque jour. À chaque jour, je dois me rapporter au gouvernement comme quoi que je suis en santé. Et moi, cette année, j'ai eu mon quota, alors je ne réponds pas à ArriveCan. ArriveCan Canada, c'est une application qu'on doit télécharger sur son téléphone et qui fait notre suivi à partir de notre retour. Et comme moi qui n'ai pas vacciné, je dois faire une quarantaine de 14 jours en étant suivi. Et en fait, il faut dire que j'ai fait un test PCR avant de partir. J'ai eu un test en arrivant à l'aéroport et je dois faire un nouveau test 8 jours après que je suis arrivé. 3 tests en moins de 2 semaines. À un moment donné, alors j'ai décidé de laisser faire ce 3e test. Je suis chez moi, je suis tranquille. Alors. Oui. Mais le test dont tu parles, c'est l'écouvillon qui rentre dans le fond du nez, là? Mais il y a 2 niveaux de tests. Il y a un test de base, j'oublie le nom, mais qui n'est pas accepté quand tu reviens quand tu reviens de la République dominicaine ou d'un autre pays, il n'est pas accepté. Ça prend un test PCR. Surtout comme moi qui n'ai pas vacciné, ça me prenait à tout prix un test PCR pour rentrer au pays. Okay. Mais pas de passe,
pas d'autre obligation. L'année passée, j'ai dû aller passer 3 jours dans un hôtel en attendant d'avoir mon résultat de PCR en arrivant. L'année passée, de l'aéroport, j'étais conduit dans un hôtel pendant 3 jours avant de recevoir mon OK du laboratoire comme quoi que j'étais négatif. Suivi de 14 jours de confinement. Voyager aujourd'hui, c'est aventureux, c'est périlleux. Donc là, tu reviens au Québec depuis une semaine et demie. Est-ce que tu as l'intention de retourner durant l'hiver prochain? Oui, ben l'hiver prochain, je compte aller en Inde. Oh! Si tout va bien, si j'ai pas besoin, là en ce moment, l'Inde, le Népal, on n'est plus obligé d'avoir de passe sanitaire, il n'y a plus de restrictions. Alors si ça continue, s'il n'y a pas de restrictions, et si le passe sanitaire tombe au Québec d'ici novembre, je vais aller en Inde. Mm-hmm. 4 mois. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller là. Donc, tu n'as jamais été malade? Malade? Au niveau de la santé? Oui, au niveau du COVID ou quelque chose, là. Non. Ah non, non. Tu n'as pas eu la grosse grippe, là, comme il y en a qui disent, une grippe d'homme, là? Non. Il y a 2 ans, quand j'étais en République dominicaine, en décembre 2019, j'ai fait une bronchite assez sévère. Et c'est avant que le COVID commence à se manifester en mars. Moi, c'était en décembre, janvier. J'ai eu beaucoup de misère à me guérir et j'ai rencontré un Français qui était un groupie. C'est un Français qui est fortuné et qui me suivait dans mes textes. Et quand il a appris que j'étais en République dominicaine, il a décidé d'aller prendre des vacances directement dans la même ville où que j'étais. Et il est venu me rencontrer. Et quand il a vu que j'étais malade, il dit, écoute, moi j'ai des antibiotiques dans mes valises. Alors il m'a donné ces antibiotiques dans ses valises. Et en 3 jours, j'étais guéri de la bronchite. Bon, c'est la dernière maladie que j'ai eue il y a 2 ans, une bronchite. Mais comme je disais tantôt, pour le COVID, je prends en ce moment du zinc avec de la vitamine D et je prends de l'artémisia. Ce que j'ai pris en voyage, d'ailleurs, j'ai pas eu aucun problème de santé en voyage parce que je prenais à tous les 2 jours ces trois produits. L'artémisia annua en gélule, c'est-à-dire parce que j'étais pas sûr de pouvoir de passer des feuilles séchées aux doigts. Alors, j'en ai amené en gélule, réduit en poudre et en gélule, et je prenais une gélule à tous les 2 jours, et je prenais la vitamine D et du zinc. Aucun problème de santé pendant mes 5 mois et 1 semaine. Et d'ailleurs, oui, et d'ailleurs, je voulais dire qu'en République dominicaine, j'aime aller là parce que le monde, ils s'en foutent du COVID. Depuis 1 mois, plus d'aucun masque nulle part. Depuis 1 mois, le masque est annulé partout dans les commerces, même dans les cliniques médicales. Plus aucun masque. C'est fini depuis 1 mois. Et même avant ça, j'allais faire mon épicerie dans toutes sortes d'épiceries. Il n'y avait aucun masque. Les masques étaient obligatoires dans les banques et certaines épiceries internationales. Pour le reste, aucun problème, qui fait que je me sentais pas du tout, le monde est souriant, le monde est heureux, le monde est beau, et la plage est magnifique, et les gens sont... Du soleil. Et il y a du soleil, et il fait beau, puis il fait chaud tout le temps. Bon, ça aide au moral aussi, ça aide pour le moral. Toi, tu parles espagnol, hein, Colin? Si peu, mais je me débrouille. Je me débrouille, mais je peux me faire comprendre. Mais aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, avec les traducteurs automatiques, quand vraiment j'ai quelque chose de complexe à expliquer, je me sers de mon téléphone. Ah oui, hein? Oui. Ah, c'est bon, ça. Encourage la paresse, mais c'est pas grave. Je me débrouille pour me faire comprendre. Mais c'est une langue qui est... Oui. Puis l'anglais est quand même une langue... Oui, avec le français et l'anglais, je réussis
à me faire comprendre par plusieurs personnes. Puis Oui. je connais les mots de base plusieurs personnes. Puis Oui. je connais les mots de base pour me faire comprendre. Oui, oui. Donc, tu sens pas une pression mondialiste de contrôle de l'humain, que quand tu tournes à gauche, il faut que tout le monde le sache. Quand tu reviens à droite, il faut que tout le monde le sache. Tu te sens libre, tu sens pas de pression de ton état. Vis, on te laisse vivre. Je vais sortir un texte dans 2 semaines à peu près qui va s'appeler La légèreté d'être sur le chemin de l'éternité. La légèreté d'être. Alors, en arriver à ce qu'il y a d'important, c'est la conscience d'être. J'existe, je suis. Tout le reste est circonstanciel et éphémère. Donc, vois-tu, là-bas, en République dominicaine, j'ai suivi toute l'histoire des camionneurs à Ottawa. Ah oui. J'ai suivi ça par Internet, j'avais mon portable, et je me suis fait prendre au jeu. Et quand le problème a été réglé d'une façon drastique avec le premier ministre, et que tout a switché sur l'Ukraine, ah là j'ai dit non, ah non, non, non. Vous changerez pas de sujet comme on change de chemise, et vous n'allez pas m'amener dans une nouvelle direction qui ne m'intéresse pas. Et à ce moment-là, j'ai arrêté toute information. D'ailleurs, je me prépare à arrêter la télévision, ne plus recevoir à domicile la télévision. Je suis pas intéressé. Tout ce qui s'est passé avec l'histoire des camionneurs, tout le mensonge qui était véhiculé dans les médias, ça me faisait mal, ça me faisait mal. C'est pas ça la vérité, c'est pas ça ce qui se passe. Et là, j'ai pris vraiment conscience que l'information de la télévision était tronquée, trafiquée à un point tel que ça n'était désolant. Alors l'information, j'aime mieux la prendre par l'Internet directement, même si parfois ça peut être des élucubrations, mais c'est pas grave. Je prends l'information par Internet. Mais il y a très longtemps aussi, j'ai compris que recevoir des nouvelles pessimistes et catastrophiques du monde entier sans qu'on puisse agir concrètement, c'est la pire des frustrations. D'être tout le temps bombardé d'informations de malheur qui se passent partout dans le monde et qu'on ne peut pas agir concrètement, à un moment donné, j'ai dit non. Je vais privilégier l'information directe de mon environnement immédiat, sur laquelle je peux agir concrètement, où j'ai une satisfaction de poser un geste pour améliorer mon environnement. Mais de savoir qu'il y a une petite fille de 8 ans qui s'est fait violer à Tombouctou, c'est triste, mais j'ai pas besoin de savoir ça. Parce que je ne peux pas rien faire. C'est trop loin et c'est inaccessible. Alors, j'ai fait le choix, il y a plusieurs années, de limiter ce que je recevais comme information à travers le monde. Et ce qui se passe en ce moment, au niveau international, c'est la même chose. Si je ne sais rien de ce qui se passe à l'Ukraine, dans mon quotidien, je suis bien, je suis heureux, je me manifeste dans mon entourage, et mon entourage en ce moment, il est bien. C'est un peu frustrant d'être à Montréal parce que le monde sont un peu déprimés avec leurs masques et tout ça, mais sinon, je sais pas si tu comprends, à un moment donné, on n'a pas le choix de faire une sélection de ce qui nous parvient pour rester en équilibre, pour rester en forme. Comme dans un de mes textes que j'ai écrit, que j'ai publié il y a 2-3 mois, qui s'appelle « Le bonheur constant », mode d'emploi, le bonheur constant, c'est comment en arriver à être dans un état de bonheur constant. Il faut presque tous les jours faire un ménage intérieur, se vider des tensions, se vider des obsessions, de ce qui nous préoccupe, de ce qu'on a accumulé depuis 2 jours, 3 jours, 4 jours, pour toujours revenir dans un état de bien-être constant. Et dans ce sens-là, autant je trie l'information qui vient de l'extérieur, autant tous les jours je prends le temps de sortir les tensions
dû à mon passé, dû à ce qui s'est passé dans les derniers jours. Pour toujours retrouver, j'ai écrit un autre texte qui s'appelle l'Éternel présent. C'est-à-dire en arriver à être toujours présent dans l'Éternel présent. Donc, être là, ici et maintenant. Ça, on trouve ça, tes textes, Colin, on les retrouve à quelle adresse? OK. Tous mes textes, on les retrouve en partie sur mon Facebook, mais ils sont tous regroupés sur un site qui s'appelle cosmologie-extraterrestre.com. Extraterrestre au singulier ou extraterrestre pluriel? Au singulier. Cosmologie-extraterrestre.com. On retrouve mes textes, ma musique, les entrevues, toutes les vidéos que j'ai faites, ma peinture. Tout est là. Tout est là. Très simple. Ah oui. Ah oui, c'est un très beau site. C'est moi qui l'ai fait, de A à Z. Très simple, mais en haut de la page, c'est bien marqué écrit, musique, vidéo. Tu cliques là-dessus. Pour les écrits, tu cliques sur écrit. Apparaît tous les écrits par ordre chronologique. Tu cliques sur un écrit, il agrandit avec le texte de résumé. Tu cliques sur le texte s'ouvre devant toi en PDF. Donc, tout est direct. Oui. La musique, la même chose. Tu vas voir toute la liste de mes musiques. Tu cliques sur une image et elle se met à jouer devant toi. Pas obligé d'aller sur YouTube pour l'entendre. On l'entend directement sur mon site. Et moi, je t'avais reçu à un de mes congrès il y a quelques années, parce qu'après avoir entendu ta lecture de toi-même, d'un texte de ton ami extraterrestre qui expliquait le rôle de l'humanité et le rôle de l'humain, etc., j'étais tombé sur le dos. J'avais communiqué avec Nurea en disant, écoutez, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, puis ils t'ont reçu, ils t'ont fait la... Ah, vraiment... Parce que toi aussi, tu as un contact avec un phénomène extraterrestre, puis tu ne te caches pas. Oui. Non, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Et tu t'en caches pas non plus. Non. Mais je voudrais dire que je suis enlevé par des extraterrestres depuis l'âge de 4 ans. Donc, toute ma vie a été modelée par ce contact-là avec des extraterrestres. Je peux même pas dire quelle aurait été ma vie sans ça. Parce que même quand j'étais dans mon berceau, ce que je raconte dans un de mes textes, parce que à l'âge de 62 ans, j'ai rencontré Pierre Caron, l'hypnothérapeute, et on a fait ensemble 5 séances d'hypnothérapie. J'avais à peu près, ça fait 7-8 ans. 7-8 ans de ça. J'avais 62 ans. Et les 5 séances, je les ai retranscrites dans un texte qui s'appelle Sous hypnose, mon histoire. Je m'appelle Colin. On voit un petit garçon de dos avec une soucoupe volante. Et j'avais 62 ans et c'était un choc. Un choc. Tout ce que j'ai raconté, moi j'avais la perception d'être en contact avec des extraterrestres. Pour moi, c'était facile de m'asseoir, de poser des questions et de recevoir des réponses. Moi, j'ai toujours été habité par des entités qui me parlent, quand j'ai envie qu'ils me parlent. Alors, je suis en contact avec des entités depuis toujours. Mais ça a commencé à l'âge de 15 ans, dans l'adolescence, où j'ai commencé à écrire des poèmes, puis j'ai commencé à poser des questions, puis à recevoir des réponses d'entités qui me répondaient. À 28 ans, j'étais tellement obsédé par les extraterrestres, j'avais écrit des textes sur le sujet, j'avais fait des pamphlets pour mes expositions sur le thème des extraterrestres, et à 28 ans, je suis parti pour les îles Açores. Les îles Açores, qui est un des vestiges de l'Atlantide. Ça, j'en suis sûr. Moi, personnellement, j'en suis sûr. Et je suis allé passer 2 mois là-bas. Et j'étais convaincu de rencontrer là-bas des extraterrestres. Et ce que j'ai rencontré là-bas, c'est 6 êtres. 6 êtres habillés en moine, avec une capuche sur la tête. On ne voyait pas les visages. Parce que là-bas, tous les jours, je faisais 1 heure, 2 heures de méditation, d'élever mes vibrations
pour essayer d'établir un contact. Et après un mois et demi de méditation, il est apparu autour de mon lit 6 êtres, habillés comme des moines. Moi, dans ma tête, à l'époque, je connaissais rien. Alors, je me disais des moines. Bon, peut-être dans une autre vie, j'étais un moine, et c'est des confrères de ma confrérie qui viennent me visiter. Mais ils m'ont expliqué qu'ils venaient chercher en moi une partie de moi pour le modifier, le booster, comme on dit, et qu'ils me le ramèneraient dans 2-3 jours. Je comprenais pas ce qui se passait, mais je faisais confiance. Ils ne sont pas apparus entièrement physiquement. Ils sont apparus comme à moitié à moitié matériel. 3 jours plus tard, ils me ramènent ce changement qu'ils avaient fait dans mon cerveau. Ce qu'ils avaient fait, à fin de compte, c'est qu'ils avaient pris mes corps secondaires. Parce que corps physique, corps émotionnel, corps mental, corps sentimental, corps amoureux, ils ont retiré mes 3 corps supérieurs et ils ont modifié quelque chose en eux. Ils m'ont ramené ça. Et quand ils m'ont ramené ça, là, pendant une semaine, j'avais des visions de vie antérieure, des visions de d'autres planètes, de d'autres mondes. C'est comme si j'avais plus d'origine, puis j'avais plus de fin. C'était comme si ma vie prenait une extension dans les 2 directions. Et j'ai fait des croquis de villes, de montagnes, de maisons appartenant à d'autres mondes. Et quand je suis revenu au Québec après cette expérience, je me suis dit, dans ma tête, je n'avais pas rencontré des extraterrestres, mais je m'étais rencontré moi en tant qu'extraterrestre. Plus tard, il y a seulement 7-8 ans, qu'en lisant sur Internet, que les êtres encapuchonnés qui apparaissent, ce sont des reptiliens de la race reptilienne et qu'ils apparaissent avec des capuches parce que leur apparence n'était pas agréable au premier coup d'œil. Et en général, ils viennent par 6. J'apprends ça sur Internet. Et moi, j'avais vécu ça, quoi? En 76, 78. Je vivais encore à Drummondville, dans une petite ville, pas au courant du tout. Alors, ça fait aussi un autre choc d'apprendre que mes fameux moines de l'époque, c'était effectivement des extraterrestres, même si je ne le savais pas. Et c'est ça. Alors, il y a 6 ans, j'ai décidé de faire une série d'hypnose avec Pierre Caron, même si avant ça, j'avais écrit plusieurs livres déjà, inspirés par Naja. Parce que Naja, OK, aux Açores, j'avais vécu ce contact et cette entrée en moi de quelque chose. Mais ce quelque chose qui était entré en moi, c'est l'entité Naja, qui est un reptilien extraterrestre. Et en revenant de voyage de cette époque, j'ai rencontré à l'époque un autre hypnothérapeute avec qui je voulais faire des recherches sur mes vies antérieures. À l'époque, je connaissais déjà plusieurs de mes vies antérieures et je voulais approfondir le sujet. Mais lors d'une séance qu'on a fait ensemble, il a posé la question fatidique, il dit, quelle est ta première vie sur la Terre? Je dis, il n'y a pas de temps. Il dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Naja. Qui tu es? Je viens d'un autre monde, je suis dans un vaisseau avec une colonie et on s'en vient coloniser la planète Terre. Je dis ça sous hypnose avec un premier hypnothérapeute. J'avais peut-être 32, 33 ans à peu près. Mm-hmm. Donc, à partir de cette expérience, alors les voix qui me parlaient, j'ai commencé à pouvoir les identifier comme étant cette entité qui s'appelle Naja. Et ça a pris du temps avant que je comprenne qu'il avait été inséré en moi à l'époque des Açores. Alors, j'ai pu commencer à écrire des textes inspirés par lui, 4-5 textes par lui, avant de décider de rencontrer Pierre Caron, que je vais rencontrer lors des soirées ufologiques de l'AQ.
Association québécoise ufologique, j'allais à leur souper, et c'est là que Pierre Caron donnait des conférences. Alors, je l'ai rencontré, et on a fait une première séance. Ben, il se passe des choses, c'est que moi, j'ai pas d'auto. J'ai juste une petite mobilette des années 80. Et il habite Saint-Jérôme. Alors, on a organisé une première rencontre. Je me rends à son bureau à Saint-Jérôme. Mais la première séance, c'était de simplement vérifier si j'étais un bon candidat à l'hypnose. Pas de problème, un bon candidat. Je reviens chez moi et je devais y retourner la semaine suivante. Je retourne la semaine suivante, j'arrive à son bureau est fermé. Sa femme m'apprend que la patiente qui est passée avant moi a fait une crise et il a dû la reconduire à l'hôpital et que mon rendez-vous est annulé. Là, tu es là, 3 heures de moto, de petite moto à rouler, puis à me dire pourquoi que mon rendez-vous a été annulé. Là, il faisait déjà, c'était à l'automne, il faisait déjà trop froid. J'ai dit, on va remettre ça au printemps. Et là, j'ai vu qu'il y avait des blocages, il y avait des éléments qui m'empêchaient de vouloir savoir la vérité. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant l'hiver, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a parlé de l'ayahuasca. Comme quoi que c'était une plante qui pouvait peut-être provoquer des déblocages, puis surtout face aux extraterrestres. Bon, j'ai dit, j'ai pas de réponse, je vais en avoir des réponses. Alors, j'ai fait venir la plante par courriel des États-Unis et j'ai fait 2 expériences avec l'ayahuasca qui s'est avérée plutôt malade qu'autre chose. L'ayahuasca peut provoquer des vomissements, des diarrhées, des mal de cœur pour peut-être avoir une petite vision à la fin. Mais cette expérience-là, je l'ai faite au printemps et 2-3 semaines après, ça n'a pas donné vraiment de bons résultats, mais 2-3 semaines après, je rappelais Pierre et là, j'avais un rendez-vous et là, à ce rendez-vous-là, les premières réponses arrivaient. Et je suis sûr que j'ai eu des réponses parce que j'avais attenté à ma santé avec l'ayahuasca. Mhm. Et comme Naja est dans mon cerveau et que l'ayahuasca perturbe les neurones, là, ils ont vu que j'étais sérieux. Et là, ils ont accepté de me répondre. Et là, pendant 5 semaines, je suis allé 1 fois par semaine, et là, j'ai tout déballé, mon histoire, à partir de quand j'étais bébé. Les premiers enlèvements s'est passé à l'âge de 4 ans. Il faut dire que avant l'âge de 4 ans, on habitait dans une autre maison. Mon père était chef de gare. Alors, on vivait dans la gare. À l'époque, la famille vivait dans la gare. Alors, je suis né, et jusqu'à l'âge de 4 ans, j'ai vécu dans une petite gare dans le comté de Montmagny, près de Québec. Et à 4 ans, on a déménagé près d'Ormonville, un autre petit village, Saint-Cyril de Wendover. Et c'est à partir de cette nouvelle maison, nouvelle gare, toujours une gare de chemin de fer. Mon père était agent de chemin de fer. Qu'à partir de l'âge de 4 ans, est arrivé les premiers enlèvements. Et j'avais quand même 62 ans quand j'étais mis au courant de tout ça. Il faut lire le texte, parce que le texte que j'ai écrit, mon histoire, sous hypnose, mon histoire, c'est phrase par phrase, question, réponse, question. Pierre me pose une question et je réponds. Et comme tu remarques que je suis verbomoteur, j'ai pas eu de misère à raconter toute mon histoire. Et quand je redeviens un petit enfant de 4 ans qui raconte les premières fois qu'il va avec un autre enfant, parce que c'est un petit garçon qui vient chercher pour aller jouer, quand tu lis ça, tu te dis, il n'y a plus aucun doute. Même si j'avais pas de doute, il n'y a plus aucun doute. Parce que c'est un enfant qui parle. Puis la parole d'un enfant, comme on dit, est vraie. Parce que Pierre, il pose des questions pièges. Parce que des fois, des personnes qui se croient enlevées, ça peut cacher des traumatismes plus profonds, inconscients, entre autres des abus sexuels. Fait qu'à un moment donné, il demande, parce que moi je raconte que je joue avec un enfant, puis qu'il y a des adultes qui nous surveillent et qui prennent des notes.
et j'explique qu'ils essaient de savoir si je suis intelligent ou pas. Ben, moi, je dis, il n'y a pas d'autres enfants pour me comparer. Ils ne peuvent pas savoir si je suis intelligent ou pas. De toute façon, moi, j'ai rien prouvé. Moi, je suis ici pour jouer. Puis à un moment donné, alors il pose la question, il dit, est-ce que les adultes qui sont là, est-ce qu'ils sont nus? Est-ce qu'ils ont des vêtements? Ben, j'ai dit non. Alors il pose la question, est-ce qu'ils ont des sexes? Alors l'enfant de 4 ans, il dit, des sexes. Ben, alors Pierre demande, c'est-tu des petits garçons ou des petites filles? Ben, j'ai dit, moi, je ne vois pas de différence. Il n'y a pas de différence? Il dit non. Ah oui, 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 il y a une différence. Les filles ont les cheveux plus longs que les garçons. Ah. Alors, tu sais, on peut pas faker ça. Ah. Puis quand je dis que j'ai 4 ans, moi, je dis, moi, 4 ans, ça ne me dit rien. Mais ça, c'est 4 ans. Mais il ne faut pas mettre le pouce. Il faut cacher le pouce. Puis ça veut dire 4 ans. Alors, tu peux pas jouer à jouer un enfant. Mais ces 5 séances d'hypnose, il faut les lire pour comprendre, parce que je me fais enlever par des reptiliens, ils n'ont pas peur des mots, et je raconte comment qu'à l'adolescence, ils ont commencé à se montrer avec leur vrai visage, parce que jusqu'à l'adolescence, il apparaissait comme un petit enfant de la même grandeur que moi. C'est lui qui venait me chercher pour jouer avec lui. Il y avait des adultes, mais les adultes, c'était plutôt une tête ronde, pas de cheveux, un visage plus blanc que la normale, mais ils n'avaient pas l'apparence de reptiliens. C'est vers l'âge de 15 ans qu'ils ont venu pour la première fois me chercher avec l'apparence des reptiliens. Alors, dans mon texte, dans mes séances d'hypnose, je raconte le choc, et je raconte aussi mon côté rebelle. À un moment donné, quand tu te fais enlever à tous les 2-3 mois, pour faire un check-up, pour vérifier si tout va bien, si tu es en bonne santé, si tu fais attention à toi, à un moment donné, tu t'écoutes. Une fois, parce que ce que j'ai dit sur hypnose, c'est qu'il venait me chercher tous les 2 mois pour m'examiner. Et à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que ça va faire? Allez donc voir le voisin. Le voisin est aussi intéressant que moi. Vous pourriez m'oublier quelques mois. M'oublier quelques mois. Alors, dans mon texte, dans mes séances d'hypnose, je suis allé très loin dans ce que j'ai dit. J'ai dit mes craintes, mes peurs, même adolescent, ma rébellion contre eux autres, que j'en avais assez d'être un cobaye pour eux autres. Ça, je le dis, puis je l'ai affirmé. Même si je savais que ça donnerait rien, je me suis manifesté. J'ai démontré que j'avais une personnalité, puis que j'étais pas à leur service tout le temps. Mais bon, et ça a changé toute ma vie à partir de cette expérience. Et je l'ai vécu à 62 ans. J'ai eu enfin des réponses à mes questions et des détails sur toute mon histoire. Et j'ai appris à ce moment-là qu'ils avaient implanté dans mon cerveau l'entité Naja. Ce n'est pas une entité extérieure à moi, elle est en moi, elle est dans mon cerveau, elle prend une partie de mon cerveau. Et j'explique aussi sous hypnose qu'il aurait pu être en moi sans que je sache, inconsciemment, que j'aurais pu vivre normalement tout en ne sachant pas que je transportais une entité extraterrestre en moi. Mais c'est moi-même qui a demandé d'avoir un contact avec cette entité-là. Je me suis dit, si j'ai un colocataire qui ne paye pas de loyer, je veux au moins qu'il me transmette un peu de son expérience, de son vécu, pour que ça profite aussi à moi, que j'évolue à travers cet échange avec une entité qui supposément aurait 400 000 ans de vécu derrière lui. J'ai dit, c'est une expérience. Là, je parle, tu peux me couper n'importe quand. Oui, non, mais c'est fort intéressant. Écoute, Colin, est-ce que ça veut dire donc que c'est pas une mission qui est terminée, là? C'est une mission qui est toujours en développement? Je sais que beaucoup de contactés, parce que dans ma vie, j'ai peut-être rencontré une vingtaine, une trentaine de contactés. Je sais qu'en vieillissant, il y a beaucoup de contactés qui n'ont plus de contact, qui ne sont plus suivis par les extraterrestres. C'est comme si les extraterrestres s'intéressaient surtout aux jeunes, à la reproduction et à la santé, la vitalité chez les moins de 40 ans.
après l'âge de 40 ans, en général, on est un peu mis de côté. Dans mon cas, le fait que j'ai toujours cette entité qui est en moi, avec qui j'ai un dialogue, et les autres, ils tiennent à cette entité-là. Parce que pour eux autres, cette entité-là, elle a un grand vécu, elle a eu un poste important sur leur planète d'origine. Alors, la mémoire de cette entité-là, pour eux, est très importante. Pour les reptiliens, la mémoire de leur histoire est très importante. Et le vécu du passé est très important. Alors, ils tiennent à ce que je reste en santé parce qu'il y a une entité en moi qui leur est précieux. Mais bon, j'ai des bénéfices collatéraux. Ben voilà. Je suis toujours en bonne santé. Si eux vérifient à ce que je sois toujours en bonne santé. Et peut-être qu'eux m'ont influencé très jeune à ne pas prendre d'alcool, de cigarettes, aucun abus de tout ça. Mais je parlais avec un ami, je parlais avec Jean-François. Jean-François me disait, t'as pas peur d'avoir le syndrome de Stockholm? Jean-François Poulain, hein? Jean-François Poulain, que tout le monde connaît ici. Oui, OK. Oui, Jean-François Poulain, il me disait, t'as pas peur d'avoir le syndrome de Stockholm? Explique-le un peu, là, c'est quoi? Oui, le syndrome de Stockholm, c'est les gens qui sont enlevés, qui sont prisonniers, avec le temps finissent par développer une compassion envers leurs tortionnaires, finissent par accepter leurs conditions et même d'y trouver une gratification et même d'excuser l'enlèvement. Oui, je ne dis pas non, mais en même temps, OK, en général, ce genre d'expérience, c'est une entente avant de venir sur la Terre, avant de naître. On m'a toujours dit que j'avais signé un contrat avant de venir sur la Terre pour cet engagement-là. Un contrat de mariage, un contrat d'union pour une vie. Mm-hmm. Et que même si je l'ai oublié dans ma jeunesse, supposément j'aurais donné mon consentement au point de départ. Ce qui fait que j'accepte. Mais tu sais, moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Chaque choix de vie implique des bénéfices et des inconvénients. Alors, j'accepte que cette union-là a des bénéfices et a aussi des inconvénients. Ça fait partie, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Il y a des responsabilités à chaque choix de vie. Alors, j'ai accepté ce choix de vie-là, d'être toujours avec une entité en moi. Qui fait que je suis assez solitaire, il faut dire que je dérange. Ma personnalité, OK. Naja, l'entité qui est en moi, elle a travaillé longtemps comme médiateur sur différentes planètes. Il était comme il avait... Bon, premièrement, c'est un reptilien qui est métamorphe, qui peut prendre l'apparence qu'il veut, et extérieurement et intérieurement. Et sur sa planète, il a été amené à jouer un rôle de médiateur sur des planètes où il y avait des conflits, où il y avait des problèmes non résolvables. Il y allait pour trouver des solutions. En plus, depuis sa naissance, il a une énergie intérieure qui provoque chez les autres la manifestation de la vérité. Ça veut dire que quand tu es un médiateur, t'entends ce que les gens ont à dire, mais tu dois être capable de deviner à l'intérieur des gens ce qui n'est pas dit, ce qui est silencieux. Alors, Naja a toujours eu cette faculté de pouvoir provoquer chez les autres la révélation de ce qui n'est pas dit. Et ça lui a servi dans son métier. Alors, comme Naja est en moi, il faut dire qu'il y a peut-être une douzaine d'années, j'ai fait une expérience, un walk-in. J'ai fait une expérience où j'ai fait en sorte que Naja se répande dans tout mon corps. Qui ne sont pas juste dans mon cerveau, mais qui puissent vivre la sensibilité de tout mon être.
je l'ai mis dans un texte qui s'appelle Walking Experience, où je raconte à chaque jour ce que j'ai fait comme expérience avec lui pour l'intégrer dans tout mon corps. Mais en l'intégrant dans tout mon corps, ça fait en sorte que quand je suis en présence de quelqu'un, même s'il ne dit rien, l'énergie de Naja provoque chez lui un malaise s'il a quelque chose à cacher. S'il a quelque chose de malheureux en lui, quelque chose qui le tourmente, il va se sentir mal à l'aise. Ce qui fait que devant bien des gens, il y a des gens qui deviennent tout d'un coup agressifs envers moi ou deviennent insupportables, ne peuvent pas me supporter plus de 2-3 minutes à cause de ça. Et même si je ne dis rien, d'accord, j'ai une personnalité extravertie en tant qu'artiste, j'ai une personnalité extravertie, mais je me suis obligé avec les années de me retirer pour ne pas confronter les gens, pour ne pas provoquer des malaises autour de moi. Quand j'ai rencontré François Poulain, je lui en ai parlé, puis il m'a dit, est-ce que tu as des problèmes avec moi? J'ai dit non. Au moment que je suis à l'aise avec quelqu'un, c'est que je sais que cette personne-là, elle est franche, elle est directe, elle a droit à son jardin secret, mais elle n'a rien de malaise à l'intérieur qu'elle cache. Donc, je suis à l'aise avec toi à te parler. Donc, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je racontais ça, mais c'est aussi une façon de dire que je me suis retiré de la scène publique un peu à cause de ça. Et il faut dire aussi que j'ai essayé plusieurs fois de donner des conférences par moi-même ou avec différents organismes, et ça n'a pas toujours bien passé parce qu'il y a quelque chose qui empêche toujours que ça se passe bien. Peut-être parce que là, je vais dire des choses, j'en suis pas sûr, c'est ce que je pense. Mais les reptiliens sont très jaloux, ils sont très protecteurs et ils sont inquiets à ce que je me manifeste trop en public parce que ils ont toujours la peur qu'il y ait un fou dans la salle qui me tire. Parce que bon, j'exagère, là. Il faut comprendre que j'exagère l'histoire. C'est parce que j'ai déjà eu des menaces par Internet, j'ai eu des menaces parce que je suis habité par un reptilien. Et dans la mentalité de la plupart des gens, les reptiliens, c'est les êtres les plus détestables de l'univers. Alors, quand je dis qu'ils sont mes amis, entre guillemets, que je les côtoie, automatiquement, ça provoque j'ai eu des réactions très, très agressives. Alors, pour les reptiliens, pour eux, c'est plus important la protection de Naja en moi que toute manifestation publique qui pourrait me menacer, même si c'est 0,5%, mais ils ne veulent pas prendre de chance. Est-ce qu'ils ont des plans ou un projet planétaire pour l'humanité? On voit avec les élections, avec les changements de cycle, à travers ce qui se passe dans le monde actuellement. Là, c'est vraiment on dit une guerre à finir. Bernard de Montréal est allé le dire en public en disant, au début du 21e siècle, ça va être une guerre à finir entre l'humanité, ou la subjugation de l'humanité pour très longtemps, ou la libération de la conscience humaine. Et là, on se rend compte qu'avec une espèce de nouvel ordre mondial, l'arrivée de l'intelligence artificielle, on va éliminer des humains biologiques parce qu'ils ne sont pas assez efficaces, ils n'ont pas de rendement. Et d'un autre part, on s'aperçoit qu'il y a des très bonnes personnes, comme toi, Colin, des gens qui sont bons. Puis il y a les autres qui sont, moi je les appelle des rapaces. Je n'irais pas dire des reptiliens, des rapaces. Des rapaces, c'est prêt à manger c'est dans un nid d'oiseaux rapaces, là. Le premier qui naît, là, il tue les autres oiseaux du nid parce qu'il veut rester le seul survivant dans le nid. Un rapace, ça n'a pas d'amitié, ça n'a pas d'amour, c'est comme ça. Et là, on est dans une période grave. Il faut savoir que entre autres, les reptiliens, c'est une race qui a des millions,
si ce n'est pas des centaines de millions d'années d'évolution. Alors, dans la gamme des reptiliens, il y a de toutes les catégories des êtres qui sont rendus à des niveaux d'évolution et de transcendance qui nous dépassent entièrement. Et tu as à l'autre extrême des guerriers sanguinaires. Comme chez la Terre, on ne pourrait pas dire que les terriens sont bons ou sont méchants. Ils sont, la palette des comportements des terriens est très large. Très large. Je vais dire une chose. Je l'ai dit dans d'autres entrevues, mais je vais le répéter. Bon, la Terre est en quarantaine. Pour moi, c'est clair, la Terre ainsi que notre système solaire a été mis en quarantaine. Il y a eu des problèmes nucléaires dans le passé, il y a très, très longtemps, sur des planètes, il y a eu des destructions. Alors, notre système solaire a été mis en quarantaine. Ça a été bloqué là, pour empêcher que ça se répande en dehors de notre système solaire. J'ai écrit encore un texte. Je faisais rire Jean-François parce qu'on parlait, puis à chaque fois que je parlais d'un sujet, j'ai écrit un texte là-dessus. Non, il disait, bon, il va falloir que je lise. Lors d'une méditation puis d'un contact avec mes amis extraterrestres, ils m'ont dit que tout le nucléaire sur la Terre est entièrement sous leur contrôle. Il n'y a rien, absolument rien qui peut se passer au niveau nucléaire sans leur consentement. Et ils sont allés plus loin. Ils ont dit pourquoi qu'on a fait ça. Ils m'ont expliqué que quand une bombe nucléaire explose à un endroit, ça ne détruit pas que la matière physique, mais ça détruit tous les plans secondaires, tous les autres plans de la Terre ou tous les autres corps, parce qu'on a différents corps, et les différents corps qu'on a ont une correspondance autour de la planète Terre. La planète Terre a aussi une série de corps qui sont souvent le prolongement des corps des humains, des terriens. Mais quand une bombe nucléaire explose à un endroit, ça détruit tous les niveaux vibratoires à l'endroit où la bombe a explosé. Ça veut dire, ça je ne comprenais pas, on me l'avait déjà dit il y a longtemps, mais je n'avais pas compris l'impact. Mais là, ils m'ont dit, ça veut dire que quelqu'un qui meurt dans une bombe nucléaire, il meurt totalement, définitivement. Il n'a pas de survie après la mort. Et les êtres qui sont morts depuis 1000 ans, 100 000 ans, peuvent mourir dans les mondes secondaires. Donc, pour les extraterrestres, ce n'est pas que les terriens qui sont menacés par le nucléaire. C'est les anges, c'est les archanges, c'est les maîtres spirituels qui vivent dans des mondes supérieurs, mais toujours associés à la Terre. Alors, ils m'ont dit, vous le prenez pas. Ils m'ont dit, depuis les années 50, si les extraterrestres n'auraient pas intervenu pour désamorcer des conflits nucléaires, des bombes nucléaires, il n'y aurait plus aucune forme de vie sur la Terre aujourd'hui. Ils me l'ont dit pas une fois, ils me l'ont répété 100 fois. Sans leur intervention, sans la limitation des dégâts, sans l'empêcher la propagation, il n'y aurait plus aucune forme de vie sur la Terre. Et c'est un problème parce que les humains continuent à expérimenter dans le nucléaire sans savoir ça. Ils ne savent pas qu'à cause d'eux, la Terre a été menacée. Ils continuent à faire. C'est comme quand tu enlèves des allumettes dans les mains d'un enfant. Il ne comprend pas qu'il y a un risque. Il faut qu'il se brûle à un moment donné pour comprendre qu'il y a un risque. Alors, les extraterrestres, c'est malheureux, mais il n'y a rien qui peut se passer au niveau nucléaire sur la Terre sans qu'ils interviennent. Pourquoi? Parce que ce qui se passe sur la Terre influence les mondes autour de la Terre, mais influence aussi les autres planètes, influence le monde autour. Ce qui peut se passer sur la Terre, même une guerre qui débalancerait l'orbite de la Terre, c'est foutu. C'est tout notre système solaire qui devient débalancé et c'est les mondes plus loin. Alors,
pour les extraterrestres, on peut s'entretuer entre nous, aucun problème. Ils ont le mandat officiel de ne pas intervenir dans nos décisions. Mais au moment qu'on menace plus large que la Terre, c'est là qu'ils interviennent et c'est là qu'ils ont le mandat d'intervenir. Et c'est dans leur droit d'intervenir. Mais sur la Terre même, on peut faire ce qu'on veut. Mais le nucléaire, comme le nucléaire menace beaucoup les mondes parallèles, pourquoi depuis les années 50, on a des gens qui canalisent des aides spirituelles, des maîtres ascensionnés qui viennent nous dire « Aimez-vous, arrêtez de vous battre ». C'est pas pour rien qu'ils disent ça, parce que leur monde est menacé. Même leur monde à eux, le monde des êtres ascensionnés est menacé par notre nucléaire. Alors, ils viennent nous avertir, calmez-vous, aimez-vous. Alors, c'est pour ça que depuis les années 50, il y a des êtres de tous les mondes supérieurs qui viennent nous avertir. OK, excuse-moi, mais je veux juste conclure en disant, mais moi, personnellement, sur la scène internationale, j'essaie de pas trop m'en mêler parce que c'est trop affectant, ça affecte trop. Alors, pour garder mon équilibre intérieur, je regarde à distance ce qui se passe sur la scène internationale. Et quoi qu'il va se passer, je l'accepte. Tout en priant pour que ça aille au mieux. Mais quoi qu'il arrive, je vais accepter ce qui va arriver. Et j'improviserai au moment que ça va arriver. Non pas le refus global, mais l'acceptation globale. Joyeuse Pâques, espérant que ça aille mieux pour la semaine prochaine. À bientôt!